Mesdames et messieurs, bonsoir. Quand une Jeanne d'Arc écrit sur Aline Sitoé Diatta, l'œuvre ne peut se conjuguer qu'au féminin. Un féminisme qui s'incarne dans la Casamance verte et met en scène une héroïne qui a conquis le Sud, mais pas seulement la dame de Cabrousse au cœur. Dans ce récit historique où l'histoire et la fiction épousent le parcours de cette combattante, mieux une résistante qui a fait barrage à la poussée coloniale grâce à sa science, mais aussi à son courage, le pouvoir aux femmes. Belligne plie les genoux pour accueillir Karine Silla, auteur de Aline et les hommes de guerre. Karine Silla, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Belligne. Merci. Vous êtes dramaturge, scénariste, romancière également. Aline et les hommes de guerre est votre 4e ouvrage. Pourquoi Aline Sitoé Diatta? Écoutez, comme vous dites, d'abord je suis romancière et Aline est une figure totalement romanesque. Oui. Voilà, j'avais ce souvenir, ce tout premier souvenir en traversant le Sénégal avec mon père, qu'il me raconte comme ça l'histoire d'Aline Sitoé. Et elle était comme ça dans un coin de ma mémoire. Et puis en revoyant son portrait un jour, j'ai longuement observé cette femme. Et voilà, j'ai commencé à me renseigner, à écouter. En fait, il y avait très peu de matière écrite, il n'y avait pas de documentaire sur Aline Sitoé Diatta, donc toute la mémoire était orale. Donc voilà, je trouvais que c'était un personnage qui valait sa place dans la lumière, parce qu'elle elle avait une place importante. Et voilà, je voulais lui consacrer cette œuvre. Et écrire cette œuvre n'est pas une sinécure, parce que vous l'aviez dit, la société Diola est une société orale, et ce roman est tellement documenté que ça nécessitait un véritable travail de fourmilière pour écrire cette œuvre. Voilà, c'est un long travail de recherche. Qui vous a pris combien de temps? Écoutez, en fait, sur le livre, vraiment, à peu près 3 ans, dans une moyenne de 8 à 9 heures d'écriture et de recherche par jour. Et puis après, c'est un peu le trajet d'une vie, parce que je suis la fille d'un sociologue. Donc, en fait, à chaque fois qu'on allait dans des endroits, mon père, on parlait beaucoup en fait de l'influence des traditions sur les peuples, sur les inconscients collectifs et tout ça. Et donc, en fait, c'est aussi des longues années de discussions avec mon père. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me travaille et sur lequel je recherche et je lis depuis un très long nombre d'années. Oui, vous êtes sénatrice, dramaturge, vous pouvez faire de cette histoire-là un documentaire, mais vous choisissez la fiction. Et la frontière entre l'histoire et la fiction est très ténue. Pourquoi faire de l'histoire d'Aline Sitoé Diatta un récit historique? En fait, c'est un roman, c'est une autobiographie historique, parce qu'en fait, c'était impossible de raconter l'histoire d'Aline Sitoé sans la placer dans un contexte. Et en fait, le trajet comme ça de nous tous, mais en particulier des grands personnages, en fait, ne peuvent être retracés seulement si on les entoure dans un contexte historique, sociologique, climatique. S'il n'y avait pas eu cette énorme sécheresse, si on n'avait pas été en 1940, à ce moment aussi où l'administration coloniale avait était aussi sous pression avec la Deuxième Guerre mondiale. En fait, tout se réunissait autour il y avait tout avait une envergure de romans, et puis moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux comme forme que le roman pour se rapprocher de l'être humain, parce qu'on est obligé d'aller, comme on est à la recherche d'un filon d'or, on doit aller vraiment à la recherche de la psychologie. Et dans cette psychologie, on est obligé d'y emmener une part d'imagination, parce que cette part d'imagination, étrangement, nous rapproche de la réalité. Oui. Et vous parliez tout à l'heure de contexte. Quand on parle d'Aline Sitoé Diatta, c'est le contexte de la colonisation et de l'esclavage. Mais avant de parler de l'arrivée des explorateurs, les Portugais d'abord, les Français ensuite, vous mettez en scène une riche tradition. C'est la tradition Diola, une tradition verte avec une description tellement précise, on dirait que vous avez l'œil d'une caméra qui enregistre par exemple. Oui, en fait, c'est, comme je vous dis, un long travail de recherche
écrite et orale, où j'ai voulu, en fait, il y a des choses en fait dans ce peuple Diola qui m'a fascinée, et d'autant plus, en fait, je pense déjà leur ADN sur la non-violence, leur force comme ça de caractère. C'est une société de paix. Exactement. Et on me disait souvent, j'ai tout souvent entendu, on peut lui faire confiance, c'est un Diola. J'ai toujours su aussi qu'ils avaient un rapport à la terre, un rapport au riz. Quand je suis allée en Casamance et que je voyais toutes ces rizières comme ça, sur des étendues comme ça de plusieurs kilomètres, et on m'a expliqué le travail d'orfèvre qu'il y avait dans cette culture du riz, dans cette tradition aussi de mettre au même niveau l'homme et la nature. Oui. Donc il y a quelque chose, voilà, dans la société Diola qui me fascinait complètement. Voilà. Une tradition très riche, mais qui va être en contact avec une autre culture, la culture des explorateurs. Et dans ce récit, il y a des faits historiques qui sont réels, et autrement dit, l'arrivée des Portugais, les Français ensuite avec la conférence de Berlin en 1885, et d'ailleurs vous mettez les dates précises, ce choc entre deux cultures, c'est un choc qui se matérialise par la violence. Pourquoi ? En fait, ce qui m'intéresse, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment les êtres humains et la psychologie humaine. Donc j'ai essayé d'imaginer, avec ce que j'avais comme données, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, en fait, ce qui est intéressant dans le travail, c'est que j'ai d'abord voulu être absorbée de réalité. Et dans cette réalité-là, j'ai même voulu voir les bateaux sur lesquels ils étaient, de quel bois ils étaient construits, comment ils étaient, qui étaient ces hommes sur les bateaux, qui étaient les hommes qui étaient sur les terres de Casamance. Et j'ai voulu, en fait, essayer de comprendre, en fait, la confrontation, comme ça, de ces groupes, d'abord d'individus, qui devaient se rencontrer avec ces hommes qui étaient obsédés de comprendre comment le monde était fait, parce que dans l'exploration, il n'y a pas, d'abord, je pense qu'il n'y a pas une volonté de domination, il y a une volonté de curiosité, de comprendre comment fonctionne le monde. Donc il y avait vraiment ça, puis après il y a l'arrivée comme ça, et puis tout de suite, comment un homme devient dominateur, comment un homme décide qu'il est supérieur à un autre, comment une civilisation arrive pour en écraser une autre, qu'est-ce qu'il se passait de l'autre côté du monde, qu'est-ce qui faisait que ces hommes se sentaient si imbus de leur civilisation pour ne pas aller dans la curiosité et de comprendre que la société africaine avait déjà une civilisation extrêmement, évoluée et extrêmement précise. Ils avaient la société était construite d'une manière extrêmement... voilà, c'était une société très précise et très construite. Et vous montrez que l'idée d'une mission civilisatrice, qui a été la raison donnée par l'explorateur, était tout simplement un leurre pour exploiter tout simplement les richesses. Exactement. Parce qu'il y avait l'être et l'avoir. Bien sûr. Les explorateurs ont choisi l'avoir au détriment de l'être. Bien sûr. En fait, ce qu'ils ont, c'est l'appât du gain, c'est la vénalité, c'est de se dire, on a découvert ces terres, en fait, dans lesquelles on a découvert des sauvages, parce que les peuples qu'ils ont rencontrés n'étaient pas à l'image de ce que eux connaissaient de la civilisation, et donc ils ont eu l'arrogance d'imaginer qu'ils étaient les détenteurs de la civilisation. Oui, l'arrogance et surtout l'ignorance. À la page 26, vous écrivez « Pour ces explorateurs, marcher sur une terre inconnue, c'est à chaque fois une entreprise inquiétante. Ils n'ont vu aucune image de l'Afrique, aucun dessin. Tout est fantasme, et tout est contes et légendes. Empreint des mythes, les plus grands fantasmes se délient. Chaque ombre est un danger possible. Un son strident, une déclaration de guerre, un écrasement de feuilles des sauvages qui les guettent. Il existe des pays où les hommes mangent les hommes, où les hommes ont des aspects d'êtres humains, mais ne sont que des bêtes sauvages. » Ça, c'est le résultat de l'ignorance, tout simplement. Le résultat de l'ignorance,
La seule décharge, ou peut-être au seul détriment, c'est qu'est-ce qu'ils connaissaient du monde, à part le voyage, les terres et les richesses. En fait, ils ne sont absolument pas intéressés aux êtres, et ils n'ont pas essayé de comprendre et de voir, parce que c'est pas ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'était la conquête, Oui. et une fois qu'ils avaient conquéri, ce qui les intéressait, c'était les richesses. Les êtres les importaient peu. Et en fait, quand ils ont vu ces hommes dans lesquels ils n'arrivaient pas à se reconnaître, s'identifier dans les miroirs, ils se sont dit comment on peut exploiter la masse de ces hommes, les ramener en Occident pour construire leur civilisation. Mais cette ignorance, malheureusement, résiste au temps. Vous écrivez une histoire qui date avant les indépendances en Afrique. Mais aujourd'hui, les peuples africains ont acquis leur indépendance. Cette ignorance entre ces rencontres des groupes reste toujours d'actualité parce que le choc identitaire, malheureusement, on en parle, on ne voudrait pas en parler, mais c'est une réalité dans ce monde que l'on dit que c'est un village planétaire. Mais au-delà de la théorie, la pratique reste un obstacle. La pratique reste un barrage énorme. Oui, puis... Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'est-ce qui constitue un être humain. C'est vertigineux. C'est-à-dire que... Oui, la réponse. Qu'est-ce qui constitue un être humain? Moi, je pense qu'on est une lignée de nos ancêtres. Et donc, ce que j'ai voulu faire avec le livre, c'est d'essayer de toucher l'origine. L'origine de cette histoire, de la confrontation de ces deux peuples. De qu'est-ce qui fait... Donc, au début, j'étais restée dans l'époque d'Aline Sitoé Diatta, mais qu'est-ce qui fait Aline Sitoé Diatta? Sitoé Diatta est une lignée d'ancêtres. Qu'est-ce qui fait les colons, à part une lignée de conquérants? Et donc, j'ai voulu essayer d'aller comme ça toucher l'origine de la violence. Et après, c'est vrai que la plus grande partie du récit se passe à la naissance d'Aline, et il se passe entre 1920 et la fin de la guerre, et la mort d'Aline Sitoé Diatta en 1944. Donc j'ai essayé de retracer, mais à chaque fois que j'avançais dans l'histoire, j'essayais de comprendre, mais pourquoi? Et en fait, c'est peut-être le mot qui m'est le plus venu à l'esprit, c'est pourquoi et comment on décide qu'un homme est supérieur à un autre, comment on accepte d'être dominé par une poignée d'hommes. Après, on comprend qu'il y a les fusils, qu'il y a les armes, qu'il y a l'alcool, et tout d'un coup, l'enfer s'ouvre dans un moment. Et c'est dans ce labyrinthe, dans ces choses extrêmement compliquées et complexes que j'ai essayé de mettre de l'ordre. Ce dialogue de sourds, on peine à le comprendre. C'est un dialogue de sourds. On peine à comprendre, mais aujourd'hui, en 2020, on se rend compte que, en fait, tout a une raison, tout a un début. Et en fait, ce qui m'intéressait à travers cette femme immensément courageuse, j'étais fascinée de voir que cette jeune femme, parce que ce qui est incroyable, c'est la jeunesse de ce personnage qui, très très vite, elle comprend, vu son trajet, parce que c'est une femme qui grandit dans un village, orpheline, dans une tradition, obligée, d'abord en Casamance, où elle va être docker sur les quais. Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, donc en chargeant les bateaux, elle se dit mais où va toute cette marchandise? Voilà, elle découvre comme ça l'immensité de la cale de ces bateaux, et donc c'était intéressant d'essayer de se remettre dans la peau d'une jeune femme comme ça, de 19 ans, qui va, grâce à ce trajet difficile, parce que le peuple à ce moment-là est oppressé par l'impôt, par l'administration coloniale, le travail forcé, l'enrôlement des soldats dans la guerre, elle va avoir une perception de l'injustice, une perception de l'humiliation. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a l'instinct vraiment absolu que ce qu'il faut pour se sauver, c'est de s'accrocher à son identité. Oui. Et c'est dans cette identité qu'on peut aller rencontrer l'autre. Et il n'y a pas chez elle de racisme primaire ou de choses comme ça. Elle se dit, renons-nous à notre identité, et dans cette identité, on sera plus fort, et avec cette force-là, on va réussir à affronter. Donc elle est pleine aussi d'idéalisme, mais elle met son combat
au service de cet idéalisme, Oui. avec courage, au risque d'en perdre sa vie. Et ce qui est magnifique dans cette forme de résistance, c'est une résistance pas obscure, Oui. mais qui est bâtie dans la lumière. Parce que Aline Sitoé Diatta ne nourrit pas de haine à l'endroit du blanc. Ce n'est pas un racisme antiraciste. C'est quelqu'un qui pense que la diversité est une richesse et non pas un vice. Exactement. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle se dit « mon peuple avait tellement de choses à leur apprendre ». Exactement. Et donc elle les voit agir avec ignorance. Et c'est pour ça que je retrace aussi cette conférence de Berlin en 95. 85, oui. Oui, en 85. où on divise comme ça les peuples sans se soucier des royaumes, sans se soucier de tout. Et donc, en fait, Aline se dit, mais si au moins on avait pris en compte ce qu'on avait à leur apporter. Mhm. Et c'est là où je parlais aussi d'arrogance qui vient avec l'ignorance, Oui. c'est que l'arrogance aveugle. Une arrogance aveugle, mais qui continue jusqu'à maintenant. Qui continue jusqu'à maintenant. Et je dois dire que je pense qu'il est quand même important dans l'éducation nationale française pour qu'il y ait, je pense à la jeunesse aussi. Je pense que dans l'éducation nationale française, le devoir de mémoire du colonialisme n'a pas été fait. Et je suis toujours... mais Autrement étonnée. dit, on n'a pas dit, excusez-moi de la répétition, toute la vérité en ce qui concerne la colonisation et l'esclavage. Exactement. On n'a pas dit toute la vérité parce qu'on ne sait pas, au même titre que les explorateurs, on ne s'est absolument pas soucié de l'individu. Et on continue à ne pas se soucier de l'origine de cette violence. On ne prend absolument pas acte de ce qui a été fait et des dégâts qui ont été commis, des saccages identitaires qui ont été commis. Et donc pour moi, c'est vraiment un combat et une lutte. Si je dois dire, moi je ne suis pas quelqu'un qui est... Je ne suis pas une politique, je suis plutôt une psychologue, une sociale. Mais avec ce livre, j'ai un devoir politique, je pense, qui m'habite parce que j'entends régulièrement, je vois des gens qui viennent me voir, j'ai rencontré comme ça des personnes qui viennent me voir en me disant, vous savez, mon père était gouverneur, mon grand-père était gouverneur du Sénégal, avec tellement de fierté. Et donc je me dis, s'il vient avec ce grand sourire me dire que ça pourrait me faire plaisir de rencontrer quelqu'un qui est un héritier de cette colonisation, c'est que je me dis que forcément, et j'ai rencontré des écrivains, des gens lettrés, qui savent si peu de choses sur comment fonctionnait le système colonial. Donc j'ai voulu raconter aussi, jour le jour, la folie de ce travail forcé, de cette collecte d'impôts qui était là pour financer un système qui les opprimait. Donc, je veux dire, en fait, j'ai voulu raconter en fait aussi comment, et voilà, la sauvagerie de ce système, les lettres de Martin. Exactement. Avec Marguerite. Avec Marguerite. La difficulté aussi pour ces êtres qui étaient des Français et qui étaient des êtres, parce que pour moi, Martin est un être moral dans un système immoral. Pour moi, c'est vraiment la différence entre Camus et Sartre. Camus était un être, pour moi, un écrivain moral dans un système immoral, donc il a pu défendre. Je pense que si Camus était vivant aujourd'hui et qu'il aurait le recul du dégât, parce que des fois, il nous faut du recul pour comprendre ce qu'on fait. Et je pense qu'il aurait forcément revu sa copie sur le colonialisme. Le pardon, mais pas l'oubli, c'est ce que vous défendez. Exactement. Moi, je pense que je suis quelqu'un, je pense que c'est la similarité que j'ai avec Aline, c'est que je suis vraiment une non-violente, intrinsèquement une non-violente, qui pense... moi, je suis pour la culture, pour la transmission, pour l'éducation et sortir de l'ignorance. Et je pense qu'à l'école, il est impératif
en tout cas dans l'éducation nationale française, de prendre en mémoire ce qu'était vraiment le colonialisme. Et c'est bon, on a assez parlé des bienfaits de la culture, de la santé, on nous a tellement rabâché ça, que je pense qu'il est important de parler aussi des fractures identitaires. Oui, parce qu'Aline Sitoé Diatta était à cheval entre les deux identités. D'ailleurs, c'était une partisane de la non-violence parce que c'est elle qui a accepté de se livrer aux explorateurs à cause des dégâts humains que les envahisseurs ont fait sur sa terre d'origine. Mais c'est une œuvre qui s'ancre également dans l'actualité parce que cette œuvre-là parle de l'actualité. Ce qui se passe en France et qui est l'actualité, est-ce la conséquence d'un devoir de mémoire qui n'a pas été perpétré par les autorités françaises? Je pense que c'est une des conséquences. Je pense que, par exemple, quand il y a eu les événements de George Floyd et qu'il y a eu ce grand mouvement de Black Lives Matter et tout ça, j'entendais comme ça sur les plateaux télévision, les personnes diverses converser et puis donc on faisait la part des choses. On disait oui, mais la France c'est pas l'Amérique, c'est pas la même histoire. Et moi je dis oui, mais l'origine de la violence c'est la même. Il y a une origine. Donc bien sûr que le peuple français n'est pas un peuple qui a la violence du peuple américain, que le peuple français a accès à l'éducation, et donc du coup il y a une différence, il y a un raffinement, il y a une culture sur la question, mais je pense qu'il ne faut pas se désolidariser de l'origine de cette violence et qu'il faut absolument la prendre en compte et s'instruire sur qu'est-ce qu'était vraiment la colonisation. Par exemple, même l'épisode sur De Gaulle, le bombardement de Dakar, 44. Personne n'en parle. Oui. Personne n'en parle. Et des gens qui sont des grands connaisseurs de Gaulle ou des passionnés de Gaulle étaient même surpris de cet épisode de Dakar. Donc je pense que, voilà, moi je suis une grande partisante de l'histoire et de lire, d'apprendre et d'aller vers la connaissance. Et tout passe par l'éducation. Tout passe par l'éducation. Et je pense aussi que c'était important aussi d'avoir des symboles. Aline Sitoé Diatta est une personne, est un personnage politique, mais c'est aussi un symbole. Un symbole avec lequel les jeunes femmes, oui. La jeune génération, c'est important de pouvoir s'identifier à quelqu'un d'aussi moral, d'aussi fort, d'aussi courageux et de se dire qu'il y a eu des personnages comme Aline Sitoé Diatta, il y en a eu des multiples personnes comme Aline Sitoé Diatta, oui. Et je pense que voilà, ces personnes ne sont pas mises en avant et je pense que le biais du roman nous permet de créer des grands personnages qui sont des personnages historiques, mais qui peuvent aussi être des personnages romanesques, vu l'envergure de leur combat. Et surtout, du rôle que les femmes ont joué dans le système colonial. On en parle peu, je le disais dès le début de l'émission, on parle peu d'Aline Sitoé Diatta. Voici une résistante à enseigner dans les classes, mais également dans le discours, dans l'espace politique, parce que non seulement elle a accepté son sort, parce que dans la prison, elle pouvait tout simplement dire pardon ou écrire une lettre au gouverneur pour sortir des verrous, sortir de l'ombre, mais elle s'est arc-boutée à son principe. Il faut d'abord l'enracinement, après l'ouverture, comme disait le président poète Léopold Sédar Senghor. Oui, et puis elle vient d'un peuple dans lequel aussi les ancêtres ont une place absolument colossale. La société Diola. Et donc, dans la société Diola, et donc c'était important aussi pour elle que sa parole reste transmise, et elle ne pouvait pas, absolument pas, renier qui elle était, puisque son combat était l'identité même. Donc ce qu'on lui demandait de faire était complètement contraire à la personne et complètement à l'encontre de toutes ces années et lesquelles elle a combattu
en espérant que sa parole traverse les générations et en fait aussi de donner une voix à Aline Sitoé Diatta. C'était une possibilité de mettre une pierre dans ce combat qui est un combat d'être humain, un combat féminin, avec toute la vigueur que peuvent avoir les femmes quand elles sont empreintes de conviction. Et il y a eu, comme on le sait, dans les grands peuples africains, des grandes reines, des grandes Amazones, oui, au Bénin. Voilà, qui se sont battues et protégé leur armée et protégé leur peuple. Oui, Aline Sitoé Diatta et les hommes de guerre. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est fini, ça passe vite. Parler d'Aline Sitoé Diatta est passionnant. En tout cas, Karine Sylla, merci d'avoir écrit sur Aline Sitoé Diatta parce que c'est un devoir de mémoire, une preuve existentielle, mais également merci d'être là, d'être l'invité de Belle Ligne. En tout cas, merci de m'avoir accueilli, d'avoir pris le temps de lire cet ouvrage qui me tient à cœur. Un ouvrage magnifique, Aline et les hommes de guerre. Si vous voulez savoir sur l'histoire, sur l'origine, sur la société Diola, mais surtout sur les bases de cette conquérante, une résistante pacifique, une résistante éclairée, une résistante qui a marqué tout simplement son combat, non pas par les âmes, par l'esprit. Lisez cet ouvrage, Aline et les hommes de guerre, écrit par Karine Sylla, qui était l'invité de Belle Ligne. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui parle tout simplement littérature. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour un autre numéro sur ITV.